Par bien des aspects, la rupture de 2020 est sœur de celle de 1914. Même caractère étouffant, sans vergogne, téléphoné mais efficace de la propagande. Même trahison béante de la gauche, même désert qui se fait soudain autour de ceux qui ne flanchent pas. Même guerre déclarée à l'ennemi comme instrument de mise au pas de sa propre population. Même prescription du mensonge, non seulement dans les journaux, mais encore dans les rapports humains. Même invocation par le Conseil d'État des circonstances exceptionnelles pour achever de ruiner tout principe juridique. Même restructuration éclair des méthodes de production et même révision instantanée de toutes les normes sociales. Même lassitude soumise qui gagne à la fin malgré les mutineries. Comme en 1914, le spectacle le plus désopilant nous est offert par tous ces radicaux qui ne peuvent s'avouer qu'ils sont passés dans le camp gouvernemental. En 1914, on avait bien rigolé de voir les tenants anarchistes de la guerre sociale convertis dans l'instant à la guerre aux Boches. Aujourd'hui, les radicaux d'hier sont pour le confinement, à condition qu'il soit autogéré, contre le pass sanitaire, tant que tout le monde ne l'aura pas, pour les vaccins, par solidarité, mais sans trop savoir que penser de ce qu'il y a dedans, ni de ceux qui les produisent. Il y en a même qui poussent le goût du paradoxe jusqu'à juger l'obligation vaccinale infantilisante et de demander en conséquence plus de pédagogie. Il s'est vu récemment de ces étranges anarchistes qui citent Bakounine. Lorsqu'il s'agit de bottes, j'en réfère à l'autorité des cordonniers. Pour laver leur honneur politique, jamais ils ne se sont soumis à l'État en matière de restrictions sanitaires. Ils s'en sont seulement remis aux médecins. Et cela n'a rien à voir. Les gouvernements qu'ils défient hier encore, et qui les ont si adroitement pris au jeu, doivent bien rire dans leur dîner. Mais c'est d'une manière générale toute la gauche qui donne depuis 2 ans le meilleur d'elle-même. Elle sera tombée dans tous les panneaux tendus. Elle aura relayé tous les mêmes produits par les agences de communication gouvernementales et n'aura rechigné à aucun chantage affectif, à aucun paralogisme, à aucun mutisme complice. Elle se sera révélée pour ce qu'elle est. Irrationnelle, à force de rationalisme. Obscurantiste, à force de scientisme. Insensible, à force de sensiblerie. Morbide, par hygiénisme. Haineuse, par philanthropie. Contre-révolutionnaire, par progressisme. Stupide, pour s'être cru cultivée. Et maléfique, à force de vouloir appartenir au camp du bien. Durant ces 2 dernières années, dans tous les pays du monde, à part peut-être la Grèce, la gauche socialiste comme anarchiste, modérée comme ultra, écologiste comme stalinienne, se sera systématiquement portée à l'appui du coup du monde technocratique. Aucun confinement, aucun couvre-feu, aucune vaccination, aucune censure, aucune restriction n'aura semblé assez extrême pour la révulser. Elle fut la voix de la peur, tant que la peur régna, au point de laisser la liberté, la démocratie, l'alternative, la révolution et même l'insurrection, désormais tomber dans l'escarcelle conceptuelle de l'extrême droite. Il faut dire qu'elle a toujours incarné le parti de la biopolitique. Pour finir, les marxistes branchés de la revue Jacobin auront halluciné depuis New York l'annonce du socialisme qui vient dans le port du masque, tandis que d'autres allaient jusqu'à théoriser le communisme vaccinal. De passionnantes discussions s'annoncent dans les poubelles de l'histoire. C'est évidemment dans sa croisade contre le conspirationnisme que la gauche aura donné toute sa mesure. Tout ce qu'elle peut compter d'intellectuels homologués, de journalistes désœuvrés et de petits entrepreneurs en médias alternatifs, tout ce qu'elle peut receler de narcissiques, gonflés à l'approbation du troupeau,
se sera empressé de verser courageusement leurs échos. Personne ou presque pour s'aviser que tous les grands auteurs de gauche, tous ces monuments, toutes ces références qui font chic dans les bibliothèques de livres jamais ouverts, sont tous, uniformément, conspirationnistes. Foucault. Il décrivait à la fin de Surveiller et punir la délinquance comme un produit de l'insurrection carcérale elle-même, qui vise par là à maintenir dans un périmètre sous contrôle la toujours menaçante diffusion des illégalismes. Il ne voyait partout que stratège et contre-stratège, capture et échappement. Il a osé un « je suis matérialiste parce que je nie la réalité ». Allez proclamer cela en public aujourd'hui. Pire, il n'a pas craint, durant l'un de ses cours au Collège de France, de proférer ceci. Cet excès du biopouvoir sur le droit souverain apparaît lorsque la possibilité est techniquement et politiquement donnée à l'homme, non seulement d'aménager la vie, mais de faire proliférer la vie, de fabriquer du vivant, de fabriquer du monstre, de fabriquer, à la limite, des virus incontrôlables et universellement destructeurs. Le grand penseur de la raison dans l'histoire, Hegel. Il croyait au magnétisme animal, à une âme sentante universelle, accessible en état hypnotique. Il répondait par avance aux scientistes, zététiciens et autres sceptiques. Il pourrait sembler que les faits ont besoin de vérification, mais une telle vérification serait à son tour superflue pour ceux qui l'exigeraient, car ils se rendent la tâche des plus faciles en laissant passer pour illusion et pour imposture les récits au nombre infini et si bien attestés par la culture, le caractère, etc. des témoins. Ils tiennent si fermement à l'a priori de leur entendement que non seulement toute attestation est impuissante face à lui, mais qu'ils ont nié par avance ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Marx, Nietzsche, Freud, tous ceux qu'on a rangés parmi les penseurs du soupçon. Ils passeraient tous pour des conspirationnistes aujourd'hui. Freud se plaisait à confier à Ernest Jones, dans leur veillée, sa passion pour les visions extralucides, l'action à distance ou le commerce avec l'esprit des défunts, et concluait d'un « Il y a plus de choses au ciel et sur terre que n'en rêve notre philosophie ». Imaginez-vous. Adorno, la théorie critique, si peu suspect d'irrationalisme, qu'il a consacré un livre entier à la vitupération des horoscopes. Parler dans Minima Moralia de la collusion secrète de tout médecin avec la mort. C'est dans la normale, assurait-il encore, que réside la maladie de l'époque. Diable, et Deleuze, avec sa société de contrôle, Guattari, avec son capitalisme mondial intégré, et sa révolution moléculaire, sans parler de tous les grands poètes nationaux, Nerval et Rimbaud, Baudelaire, Lautréamont, Artaud et Michaud, tous conspirationnistes jusqu'à la moelle, et Cadic, et Pinchon, et Delillo et Bolagno. Il va falloir songer à vider aussi le rayon littérature. Tous les auteurs que la gauche adule. Tous. Elle les détesterait vivants. Et eux, vivants, la mépriseraient. Elle ne les aime que morts, pour les réduire en bouillie de culture. Un surconspirationniste tel que Guy Debord ne peut être élevé au rang de trésor national que parce qu'il n'est plus là pour cracher sur ceux à qui il s'est finalement vendu. On en oublierait presque Rousseau, cet immense conspirationniste, dont les larmes allumèrent la mèche de la Révolution française. Tiens, parlons-en de la Révolution française. En voilà un événement conspirationniste jusqu'à la caricature, avec toutes ces rumeurs sur les mœurs sataniques de la cour, sur les famines fabriquées par le clergé, les financiers ou les Anglais, ou sur les amours saphiques de la princesse de Lamballe. Personne ne songeait à ranger Robespierre parmi les complotistes quand il écrivait. Quelle est la première époque de cette conspiration? L'origine même de la Révolution. Quels sont les premiers moteurs? Toutes les cours liguées contre nous. Le but, la ruine de la France. Les victimes, le peuple et vous. Les moyens, tous les crimes. Et tous ces journalistes qui se font désormais une profession rémunérée par Facebook et Google de traquer les contenus conspirationnistes. Se souviennent-ils
qu'il y a seulement à peine 10 ans de cela, aux heures de gloire de Wikileaks, ils adulèrent un certain Julian Assange, auteur d'un petit manifeste sobrement intitulé « La conspiration comme mode de gouvernance ». Un conspirationniste à qui on a dédié un affreux boulevard à Paris et qui passa sa vie à comploter quand, du moins, il ne se trouvait pas à l'isolement en prison, affirmait « Les armes et l'organisation. Voilà l'élément décisif du progrès, le moyen sérieux d'en finir avec la misère. Qui a du fer a du pain. On se prosterne devant les baïonnettes, on balaye les cohues des armées. En présence des prolétaires armés, obstacles, résistance, impossibilité, tout disparaîtra. Mais pour les prolétaires qui se laissent amuser par les promenades ridicules dans les rues, par les plantations d'arbres de la liberté, par les phrases sonores d'avocats, il y aura de l'eau d'abord, bénite, des injures, ensuite, et enfin, la mitraille, de la misère, toujours. Auguste Blanqui, Le Toast de Londres, 1851. La gauche a toujours été du côté des promenades ridicules dans les rues, des plantations d'arbres de la liberté et des phrases sonores d'avocats. C'est l'une des clartés définitives jetées par ces 2 dernières années. De la droite, il n'y a jamais rien eu à attendre, sinon la perpétuation de l'injustice héritée. Mais que la gauche ait, au fond, toujours été du côté des vainqueurs, dont elle n'était que la mauvaise conscience hystérique, voilà qui n'était apparu aux yeux de tous dans l'histoire que par éclat vite oublié. Depuis 2 ans, c'est un spectacle quotidien. Interminable, immanquable, réactive, empêtrée, poids mort. La gauche a toujours été contre-révolutionnaire, de la façon la plus efficace qu'il soit, en prétendant soutenir le mouvement. Toujours absente, au moment où il faut être là, elle ne vit qu'au futur antérieur, à produire les récits, les notions, les justifications qui expliquent et entérinent la défaite. Du prolétariat, elle n'a d'ailleurs jamais aimé que sa défaite, qui forme aussi la condition de son existence à elle. L'épisode des Gilets jaunes, qui a vu la gauche à l'unisson de la calomnie générale, tant que le mouvement était insurrectionnel, pour se trouver avec lui des affinités toujours plus fortes, à mesure que celui-ci était plus faible. Mais les 2 dernières années, nous en avons enfin débarrassé. N'importe quel esprit vivace peut à présent entendre ces mots inaudibles lorsqu'ils furent écrits en 1955 par l'écrivain communiste Dionys Mascolo. Le contraire d'être de gauche, ce n'est pas d'être de droite, mais être révolutionnaire. De tout ce qui n'ose pas être franchement, absolument de droite, ou réactionnaire, ou fasciste, à tout ce qui n'ose pas être franchement révolutionnaire, c'est le règne de la gauche douteuse, instable, composite, inconséquente, en proie à toutes les contradictions, empêtrée d'elle-même par le nombre indéfini de matières d'être unie qui se proposent à elle. Encore une fois déchirée, comme on dit, et jamais déchirée par malchance, malveillance ou maladresse, mais par nature, sur le sens et l'usage du mot gauche. En mars 2020, comme en 1914, il n'y eut soudainement plus personne. Comme en 1914, mars 2020 a délivré le monde de cette hypothèque, la gauche. Ceux qui, en accompagnement de décennies de défaites, bramaient encore contre l'existant, sont subitement entrés dans le rang, au moment précis où le courage d'en sortir était requis. Ils se rangeaient de la sorte parmi leurs semblables. Il aura fallu que cesse, en 1914, la mystification de la gauche, pour rendre possible l'onde révolutionnaire qui courut de Dada à Zurich, aux usines occupées de Turin, des marins insurgés de Hambourg aux manifestations de femmes qui initièrent la révolution russe. Certes, il aura aussi fallu cette maudite guerre pour liquider l'anarcho-syndicalisme français,
la grande fièvre des ouvriers anglais qui montait depuis 1910, ou les Heroic International Workers of the World aux États-Unis. Mais c'était au reste, le but de cette guerre, comme c'était celui du crisis management de la pandémie, que de geler l'onde de révolte mondiale qui les précédait.